de l'application Nessin. Remettons-nous dans le contexte, l'entreprise Nessin fabrique des produits alimentaires et notamment elle a développé un produit saveur lointaine avec 3 ingrédients pour pouvoir fabriquer des boîtes de 500 grammes. On va utiliser de la viande, de la semoule et des carottes. Recette particulièrement simplifiée. Le travail qui nous attend, c'est tout d'abord se rappeler qu'est-ce que c'est qu'une charge non incorporable et qu'est-ce que c'est qu'un élément supplétif. Ensuite, on va avoir le tableau de répartition des charges indirectes à terminer. Et puis ensuite, ceci étant fait, on pourra passer à un calcul de coût d'achat de la viande et ensuite regarder à quoi peut ressembler le compte de stock de cette même viande. Alors commençons peut-être par les définitions qui pour nous maintenant sont un rappel du chapitre précédent. Qu'est-ce que c'est qu'une charge non incorporable? Eh bien on peut dire qu'une charge non incorporable est une charge qui est enregistrée en comptabilité financière, mais qui n'est pas retenue pour calculer des coûts en contrôle de gestion du fait de leur nature. C'est-à-dire que ce sont des charges qui ne sont pas en rapport avec l'activité courante, classique de l'entreprise. On en a déjà rencontré de plusieurs espèces. On a vu notamment que les charges exceptionnelles rentrent bien dans cette définition. Des vols, des pertes de matières premières, de produits finis, des procès perdus. Mais ça peut être vrai également de créances clients qui sont devenues douteuses, qui ne seront jamais réglées. C'est vrai également pour l'impôt sur les bénéfices, puisque celui-ci vient en tout dernier temps. Pour obtenir l'impôt sur les bénéfices, il faut connaître le montant de vos bénéfices. Pour connaître vos bénéfices, eh bien vous faites chiffre d'affaires moins coût de revient, c'est-à-dire que vous connaissez déjà vos coûts et les charges qui rentrent dedans, bien avant de connaître le montant de l'impôt. Donc l'impôt sur le bénéfice, on ne le prend jamais en contrôle de gestion. Les éléments supplétifs, qu'est-ce que c'est? Éléments supplétifs, là également c'est un rappel, ce sont des charges que l'on va retenir pour calculer nos coûts, mais qui n'apparaissent pas dans la comptabilité financière de l'entreprise. Et c'est donc là retrouver une dimension économique d'éléments qui n'apparaissent pas et qui sont souvent fondamentaux, stratégiques pour l'entreprise. Vous en avez deux, c'est la rémunération de l'exploitant non salarié et c'est la rémunération des capitaux propres de l'entreprise. Deuxième question, on nous demande donc maintenant de calculer le montant des charges indirectes, incorporables pour cette entreprise. Donc là, vous avez une petite liste qui vous est fournie, et vous direz alors la chose suivante. Charges indirectes incorporables, eh bien je vais mettre dedans les 115 000 euros de service extérieur. Je vais rajouter à ceci les 100 500 d'impôts, taxes et versements assimilés. Je rajouterai également les 240 000 euros de charges de personnel, toujours pour ce mois-ci, puis les 118 000 euros de charges financières. Par contre, je laisserai de côté les charges exceptionnelles, pour les raisons qu'on a citées juste avant. Je prendrai, puisque là j'ai aucun autre élément, les amortissements à 93 800. Donc là, je ne suis pas bien fier, hein, mais je n'ai aucune information sur la valeur actuelle de remplacement de l'équipement, sur la véritable durée d'usage. Donc je prends l'amortissement comptable à défaut d'en avoir un autre. Et puis je rajoute alors les éléments supplétifs qu'on nous donne. On en a pour 11 560. Résultat des courses, eh bien le montant des charges incorporables que l'on va retenir est de 678 860 euros. Voilà le montant des charges incorporables pour notre entreprise. Ceci étant fait, maintenant, on va pouvoir s'occuper de notre tableau de répartition. Vous avez peut-être noté que dans ce tableau de répartition, eh bien, il nous manque une information sur les charges indirectes de distribution.
On n'a pas également le total des charges indirectes. Mais ça, la question précédente nous les faisait calculer. On part donc de nos fameux 678 860. Eh bien, je pense que vous serez assez vite d'accord avec moi. Si on a 678 000 euros de charges indirectes totales, qu'on a déjà 42 418 000 et 102 000 euros de charges indirectes dans les centres approvisionnement, fabrication et conditionnement, la partie restante des charges, ça va être celle de la distribution. Je prends donc les 678 000, je retranche les 42 000, les 418 000 et les 102 000. Pour le centre de distribution, c'est 115 500 euros de charges indirectes. Ça, c'est pour notre répartition secondaire. Là, on a déjà un tableau qui était bien avancé. On a ensuite les unités d'œuvre qui ont été définies pour nos 4 centres. Pour le centre approvisionnement, on considère que c'est l'achat de 1000 kg, une tonne, de matières premières, qui génère des charges indirectes d'approvisionnement. Pour le centre fabrication, on considère que c'est 1000 kg de produits finis, qui génèrent des charges indirectes. Et pour le centre conditionnement, c'est lorsqu'on fabrique, lorsque l'on a 1000 boîtes qui sont conditionnées, que l'on voit apparaître de la charge indirecte. Et puis enfin, le centre de distribution, là c'est encore quelque chose de particulier, on l'a déjà évoqué. Le centre de distribution, là typiquement, c'est un centre qu'on appelle centre de structure. Il a une mesure qui est faite sur la base non pas d'une unité physique, mais d'une unité monétaire. C'est 1000 euros de chiffre d'affaires qui explique derrière le montant des charges indirectes du centre de distribution. Alors maintenant, il va nous falloir trouver le nombre d'unités d'œuvre à chaque fois afin de calculer le coût d'unité d'œuvre du centre concerné. Je vais commencer par le centre approvisionnement. C'est 1000 kg de matières premières. Eh bien, pour ceci, je vais dire la chose suivante. Les achats ont été de 300 000 kg de viande. Il a été acheté 200 000 kg de semoule. Et enfin, il a été acheté 125 000 kg de carottes. Là, j'ai le total en kilos. Moi, ce que j'ai besoin, c'est d'un montant en tonnes. Je divise donc par 1000. C'est 625 tonnes qui ont été achetées durant ce mois-là. Le coût d'unité d'œuvre, montant des charges indirectes, divisé par le nombre d'unités d'œuvre. Ici, on pourra dire que chaque fois qu'une tonne de matière première a été achetée, quel qu'en soit le type, c'est 67,40 € de coût qui apparaît au niveau des charges d'approvisionnement. Maintenant, calculons le coût d'unité d'œuvre pour le centre fabrication. Cette fois-ci, on va regarder quel est le nombre de tonnes de plats terminés, cuits, qu'il nous reste. Pour ceci, 2 points dont il faut tenir compte. Tout d'abord, nous avons 2% de la viande qui est retirée avant même la cuisson. De la viande un peu trop grasse, un peu nerveuse, etc. On enlève les morceaux qui ne vont pas. Et puis, lors de la cuisson, lorsque tous les ingrédients ont été mis ensemble, on perd 10% du poids, c'est-à-dire qu'on perd 10% d'eau, pour faire simple. Pour obtenir le poids que l'on aura de produits terminés une fois cuits, je dirais la chose suivante. Je pars de la quantité de viande utilisée, 300 000 kg. J'en garde 98%. À celle-ci, je rajoute 160 000 kg de semoule. Et je rajoute également 96 000 kg de carottes. À ce stade, eh bien, je me retrouve avec le poids avant cuisson de mon produit. Je perds 10%, donc en fait je n'en garde que 90%. Et pour terminer, je divise par 1000 pour retrouver mon poids en tonnes. J'ai ainsi 495 tonnes
de produits terminés. Ces 495 tonnes de produits cuits terminés ont fait apparaître 418 000 € de charges indirectes. Chaque fois que l'on a obtenu une tonne de produits finis cuits, cela a nécessité 845 € de charges indirectes de fabrication. Maintenant, occupons-nous du centre de fabrication. L'unité de mesure, c'est 1000 kg de produits cuits prêts ensuite à être conditionnés, avec deux contraintes. La première contrainte porte sur la viande. Avant de faire cuire la viande, on a 2% de perte, c'est-à-dire que 2% de la viande est enlevée parce qu'il y a peut-être trop de gras, peut-être qu'il y a trop de nerfs, etc. L'autre contrainte, c'est qu'à la cuisson est perdu 10% du poids de nos ingrédients. Ça, c'est de l'eau qui est perdue par évaporation. Mon calcul, alors, est le suivant. Je partirai de la viande utilisée, 300 000 kg. Là, on est avant cuisson, on en perd 2%, dit autrement, on en garde 98%. On a rajouté 160 000 kg de semoule et 96 000 kg de carottes. Les ingrédients maintenant sont tous réunis, je suis avant la cuisson. Durant la cuisson, 10% est perdu. J'en garde donc 90%. Là, j'ai maintenant la quantité en kilos de mon plat, une fois cuit. Comme j'ai besoin de cette quantité en tonnes, je divise par 1000 et j'ai 495 tonnes de produits finis, cuits, à la sortie du centre de fabrication durant ce mois-ci. 495 tonnes qui ont généré 418 000 € de charges indirectes. On a donc 845 € de charges indirectes qui sont apparues chaque fois que l'on a cuit pour une tonne de produits finis. Maintenant le centre conditionnement, où là cette fois c'est 1000 boîtes conditionnées qui expliquent l'apparition des charges indirectes. Nos boîtes contiennent 500 g de produits finis. On vient de voir que nous avions fabriqué 495 000 kg de matière. Si j'ai un demi-kilo par boîte, ça veut dire que au total, j'ai 990 000 boîtes qui ont été fabriquées. Je réfléchis sur des lots de 1000, c'est-à-dire que je retrouve avec un nombre de 990 unités d'œuvre. 990 fois 1000 boîtes. Ce qui nous permettra de dire, en divisant les charges indirectes par le nombre d'unités d'œuvre, que chaque fois qu'il y a 1000 boîtes qui ont été conditionnées, on a vu apparaître 104 € de charges indirectes de conditionnement. Voilà, on est pas mal. Maintenant, on va continuer sur le centre de distribution. Pour le centre de distribution, le nombre d'unités d'œuvre, c'est 1000 € de chiffre d'affaires. On va donc calculer le montant du chiffre d'affaires réalisé, et puis ensuite, on divisera par 1000 pour respecter notre unité. Ainsi, ont été vendus 1 100 000 boîtes à 2,50 € pièce. Notre chiffre d'affaires est donc de 2 750 000 €. Le nombre d'unités d'œuvre, je divise ces 2750 par 1000, c'est donc 2750. Et on pourra dire alors que, en divisant le montant des charges indirectes de distribution par ces 2750, chaque fois qu'a été réalisé 1000 € de chiffre d'affaires, cela a nécessité 42 € de charges de distribution. Vous voyez ici maintenant, nous avons nos 4 coûts d'unité d'œuvre. On va pouvoir passer au calcul du coût d'achat de la viande. Ça va se passer de la manière suivante.
Je vous ai préparé un petit tableau pour ceci. Ont été achetés 300 000 kg de viande. Cette viande, on se l'est procurée à 3,80 le kilo, hors taxe. Ce qui fait que, au fournisseur de viande, nous avons eu pour 1 140 000 € à payer, toujours hors taxe. Pour les charges d'approvisionnement, l'information va venir du tableau de répartition qui est ici. Le tableau de répartition nous dit, pour 1000 kg de matières premières achetées, nous avons 625 €, nous avons 67,40 € de charges indirectes qui sont apparues. Je répète, pour chaque tonne de matières premières achetées, nous avons 67,40 € de charges indirectes d'approvisionnement qui sont apparues. 300 000 kg de viande ont été achetés, soit 300 tonnes. Les charges d'approvisionnement sont, pour l'ensemble des achats de viande du mois, de 20 220 €. On a alors le calcul du coût total d'achat de nos 300 000 kg de viande. Nos 300 000 kg de viande nous ont coûté 1 160 220 €, ce qui veut dire que pour 1 kg acheté, nous avons eu un coût d'achat unitaire de 3,8674 €. Voilà pour le coût d'achat de la viande. Là, vous voyez, le tableau de répartition des charges indirectes nous permet d'alimenter tous les calculs de charges indirectes, que ce soit au niveau des achats, que ce soit au niveau de la production, que ce soit au niveau de la distribution, etc. C'est le tableau qui nous fournit tout cela. Maintenant, le stock de viande, histoire de ne pas perdre la main. On est sur un petit calcul de coût moyen unitaire pondéré. Donc le stock initial de viande, c'est 10 000 kg à une valeur de 40 000 kg. Nos achats de la période, 300 000 kg, et la valeur de ce qui est acheté, nous l'avons calculé juste avant. Nous avons pour 1 160 220 € de matière. Calcul du coût moyen unitaire pondéré. Entre le stock initial et les achats, c'est 310 000 kg de viande qui sont disponibles. Ces 310 000 kg de viande représentent un coût d'achat total de 1 200 220 €. Le coût moyen unitaire pondéré, je l'obtiens en prenant la valeur totale de la viande disponible divisé par la quantité de cette viande disponible. On a ainsi un coût moyen unitaire pondéré de 3,8717 €. Ensuite, qu'est-ce qui se passe du côté des sorties? Eh bien, les 3817 que vous avez obtenus juste avant vont nous permettre de valoriser à la fois ce qui va sortir de stock. Donc ce que nous avons sorti de stock pour la fabrication, c'est 300 000 kg de viande. Chacun de ces kilos de viande reprend le coût moyen unitaire pondéré, les 3,87 € et quelques. Donc on a eu en valeur pour 1 161 503 € de viande utilisée. Le stock final, logiquement, il reste 10 000 kg, certainement pas ce qu'on avait en stock initial, bien sûr. On leur donnera la valeur au coût moyen unitaire pondéré également, c'est-à-dire 3,87 € notre stock. Notre stock, représente une valeur
de 38 716 euros. Juste pour être sûr qu'on ne se soit pas trompé, je vais faire le total à la fois en quantité et à la fois en euros. On a bien retrouvé ici les 310 000 kg et le 1 200 220 que l'on avait sur la partie gauche du tableau. Là, on a de nouveau notre égalité qui est respectée, stock initial plus achat égale sortie plus stock final. Ça va pas mal, et c'est assez logique. Voilà, je vous remercie de votre attention.